parce que c'est un terme, philosophiquement parlant, il est très puissant. On parle de souveraineté. Est-ce qu'on parle de souveraineté nationale? Est-ce qu'on parle de souveraineté économique? Est-ce qu'on parle de souveraineté sociale? Alors, prenons la souveraineté nationale. La souveraineté nationale implique, elle est représentée par un régime représentatif, implique son contrôle. Ça veut dire quoi implique son contrôle? Quand vous contrôlez le régime représentatif, de facto, ça veut dire qu'il y a la séparation des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires. À partir du moment quand il y a la séparation de ces trois éléments, on parle de souveraineté nationale. La souveraineté nationale a trois sens. Elle a un élément géographique, c'est le territoire, l'Algérie, qui est un État indépendant, et vous avez un élément social, ce qu'on appelle la population, le peuple algérien, et vous avez un élément politique, c'est-à-dire la puissance publique, l'État. Parmi ces trois, si vous prenez l'élément social, c'est la population, est-ce que le peuple algérien exerce sa souveraineté? Non. Est-ce que le peuple algérien exerce sa souveraineté par le représentant de ses élus? Non. Ça veut dire que la souveraineté du peuple algérien, elle est confisquée. Il ne peut pas exercer pleinement sa souveraineté. C'est la raison pour laquelle, à chaque fois, on dit que l'Algérie est souveraine sur le plan territorial, mais n'est pas souveraine sur d'autres plans. Ça, c'est la souveraineté nationale. Quant à la souveraineté économique, ça c'est très très important. Prenons deux pays après la défaite de l'Allemagne nazie et du Japon. Ces pays, quand ils ont capitulé, ils savaient que leur souveraineté nationale, elle était anéantie. Donc ils ont travaillé leur souveraineté économique. L'Allemagne, à partir de 46, 47, 48, 49, ils ont travaillé ce qu'on appelle la Grande Allemagne, qui est devenue le fleuron de l'industrie mondiale. La même chose pour le Japon. Donc, à défaut d'avoir une souveraineté nationale, c'est parce qu'ils faisaient partie des camps, je veux dire, ceux qui ont perdu la Deuxième Guerre mondiale, ils ont voulu un petit peu rattraper par la souveraineté économique. Et on voit bien que ces deux pays, ils sont souverains économiquement, et à partir du moment où ils ont cette souveraineté économique, ils imposent leurs idées. Revenons à nous, à l'Algérie. Mais l'Algérie, elle n'est pas indépendante, je veux dire, sur le plan économique. Et sur le plan national aussi, je vais vous dire pour quelle raison. Moi, je suis pas d'accord avec. C'est pas que je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord sur la totalité de la réponse qui a été apportée par Abdel Samad quand il dit que le danger vient de l'intérieur. Le danger vient du régime, d'abord. C'est ça. Le régime, parce qu'il ne sait pas manœuvrer, parce qu'il ne sait pas gérer, parce que la puissance publique entre ses mains, il n'arrive pas à gérer le pays, en fait. Donc, c'est une vision stratégique qui est complètement erronée, qui est confiscatoire, qui essaie que de monopoliser tous les pouvoirs, et du coup, en fait, il a oublié l'élément essentiel qui constitue la nation algérienne, c'est le peuple algérien, Chab el-Jazairi. Et aussi, on a le danger qui vient de l'extérieur. Vu ces chamboulements géostratégiques, l'Algérie, elle s'enlise de plus en plus, elle s'isole. C'est-à-dire quasiment on n'a plus d'alliés. On n'a plus d'alliés. Même la Russie, qui est un allié naturel et historique de l'Algérie, regardez, il n'a même pas pris position quant aux différends entre le Mali, quand je dis le Mali représentant par sa junte militaire le capitaine Goïta, et l'Algérie, il n'a pas intervenu. La Russie, elle joue la neutralité. Ça veut dire que l'équation est entre ses mains. Regardez, on n'a pas d'alliés. Les alliances se font et se défendent. On peut faire et défaire les alliances à tout moment. On n'a pas une vraie alliance. Donc c'est la raison pour laquelle le régime, sentant que le danger venant de l'extérieur, il essaie de faire rejaillir ce problème à l'intérieur du pays. Comme il n'a pas cette légitimité, donc il se trouve coincé entre une illégitimité de l'intérieur et l'extérieur. Quasiment, c'est un échec cuisant, même avec l'Espagne. Même avec l'Espagne, vous vous rendez compte, le ministre des Affaires étrangères espagnol, pour réchauffer soi-disant les relations entre l'Algérie et l'Espagne, ce sont des relations historiques. Il faut le savoir que l'Espagne et l'Italie sont des pays amis de l'Algérie. Et quand même, malgré cela, on est arrivé, je veux dire, surtout avec l'Espagne, à dénaturer nos relations, aussi bien sur le plan diplomatique que sur le plan commercial. Quand le GIEC, la revue le GIEC, il dit il y a une cohésion entre le peuple et l'armée. Oui, bien sûr, il y a une cohésion éternelle, quasi intrinsèque entre le peuple et son armée. Mais la question qu'il faut renvoyer le GIEC, est-ce qu'il y a une cohésion entre le peuple et les généraux? Non.
parce que ces généraux ont confisqué la souveraineté du peuple algérien, ces généraux qui ont instrumentalisé l'armée pour confisquer et prendre le pouvoir. Donc il n'y a pas de cohésion, c'est une fuite vers l'avant, c'est une défaillance totale. Le régime, il faut qu'il comprenne que l'élément important de sa puissance, c'est le peuple algérien. Il faut qu'il redonne la souveraineté au peuple algérien, qu'il exerce pleinement. Et c'est ça, il n'a pas d'autre solution. Il n'a pas de solution. Je pense les échecs cuisants diplomatiques et je veux dire, et non seulement sur le plan international, sur le plan économique, ça doit lui ouvrir les yeux que finalement l'équation se trouve entre le peuple algérien. Il doit ouvrir le champ médiatique, ouvrir le champ politique et libérer et démocratiser cette Algérie.